En manchette ce soir, le complexe minier Lamaque pourrait être exploité jusqu'en 2041. Eldorado Gold de Québec estime pouvoir produire 1,5 million d'onces d'or supplémentaires. Des Témiscabitibiens anglophones en situation de précarité. La population a encore du manque à gagner là, pour rattraper la population générale. Et la région interpelle Québec sur la question des soins aux aînés. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin dans le secteur minier à Val-d'Or. Eldorado Gold de Québec a mis à jour ses prévisions et envisage que son complexe minier Lamaque aurait une durée de vie de 17 ans encore. Félix Blacquière nous explique. Le complexe minier Lamaque, opéré par la société Eldorado Gold Québec, devrait être en fonction jusqu'en 2041, avec une extraction prévue de 2,7 millions d'onces d'or au total. On a publié notre rapport technique. On a mis à jour notre rapport technique qui comporte deux volets, en fait. Il y a un volet qu'on appelle le code réserve, qui se base sur nos ressources mesurées et indiquées, qui supporte, dans le fond, les réserves, les premières réserves du gisement Ormac. Le deuxième volet de notre rapport, notre rapport technique, c'est l'étude économique préliminaire, qui, elle, tient en compte des ressources inférées. La mise à jour de la durée des activités s'est imposée avec l'ouverture du gisement Ormac. Quand on déclare des réserves initiales sur un nouveau projet, donc Ormac, l'émetteur ou la compagnie se doit d'émettre un rapport ou de mettre à jour son rapport technique puis d'informer le marché là, de toutes ces informations-là. Puis quand on parle des réserves, justement, maintenant, on a tout unifié sous le nom du complexe Lamaque. Donc, on parle des réserves de Triangle, de Parallèle, qui est un petit gisement satellite, et d'Ormac. La minière prévoit une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars US découlant de leurs activités au complexe minier Lamaque pour les 17 prochaines années et s'attend aussi d'assurer une pérennité aux fournisseurs locaux ainsi qu'aux emplois. Bien qu'avec le code réserve, on sécurise les emplois actuels qu'on a, puis on doit augmenter notre main-d'œuvre d'une centaine de personnes pour pouvoir opérer le gisement Ormac. La Corporation de développement industriel de Val-d'Or se réjouit de la nouvelle et estime que c'est une annonce majeure pour Val-d'Or, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie minière. Eldorado, elle est une minière, je dirais, exemplaire, toujours un dialogue ouvert, transparent. Vraiment, j'aimerais aussi souligner l'engagement d'Eldorado Gold dans l'innovation, dans le développement socio-économique et bien sûr le développement durable. Eldorado Gold Québec ne se voit pas arrêter en 2041 pour autant. La minière a déjà d'autres sites qu'elle considère exploiter si les analyses s'avèrent concluantes. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Complètement ailleurs, les citoyens anglophones de notre région seraient désavantagés, en plus grande situation de pauvreté et auraient moins d'opportunités éducatives que les francophones. Alexandre Cabana nous présente les conclusions d'un rapport de la Table ronde provinciale sur l'emploi. Les enjeux quotidiens de la communauté des Québécois d'expression anglophone sont toujours vivants. Même ici, en Abitibi-Témiscamingue, les anglophones tirent de l'arrière et à plusieurs niveaux. La population a encore du manque à gagner là, pour rattraper la population générale. Là. La population d'expression anglaise a plus tendance à habiter au seuil de faible revenu ou sous le seuil de faible revenu que la population francophone. On parle de 5,6 % de la population d'expression anglaise qui vit à ou sous le seuil de faible revenu versus 2,5 % de la population francophone. L'apprentissage de la langue française serait un enjeu qui joue dans la balance. La communauté se sent invisibilisée par le gouvernement du Québec. Malheureusement, dans les deux derniers plans d'action qu'on a vus depuis le nouveau mandat de la CAQ, les Québécois d'expression anglaise ne figurent nulle part. On ramène la balle, on ramène cette revendication-là pour nous assurer que notre communauté est capable de bien s'intégrer sur le marché du travail, qu'on a accès justement au programme de francisation pour, c'est ça, mieux s'intégrer, mieux s'épanouir sur le marché du travail québécois en général. Elle n'a pas de job parce qu'elle ne parle pas français, mais il faut qu'elle paye des cours privés pour être capable de trouver un job. Comme moi, je n'ai pas de doigts à des cours, mais des immigrants, ils avaient des doigts. Pour Neighbours Abitibi-Témiscamingue, c'est un ensemble de facteurs qui expliquent le manque à gagner de la communauté. Il y a des enjeux dans toute la vie d'un anglophone qui vivent au Québec. Les Québécois d'expression anglaise sont plus à risque, moins employable.
Ça, c'est une question d'accès à l'éducation. Il y a un cours à l'université, non, le cégep à Val-d'Or, mais c'est seulement pour les Premières Nations. On n'a pas aucun post-secondaire éducation ici, sauf online. Puis ça, c'est pas trop fort. So, ils vont aller à Toronto, ils vont aller à Sherbrooke, dépendant que c'est Gatineau, le tour du Gatineau, puisqu'il y a un cégep en anglais à Gatineau. Puis... Mais, tu sais, ils reviennent pas tous, là, tu sais. On a besoin de ce monde-là. On a besoin de tous les Québécois. Donc, il y a de l'espoir. Même que selon Chad Walcott, la communauté politique québécoise semble de plus en plus ouverte à la cause des Québécois d'expression anglophone. Et en ce sens, le PERT a rencontré pas plus tard que la semaine dernière le ministre de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, afin que la communauté puisse faire part clairement de leurs craintes et de leurs priorités. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et maintenant, la table régionale de concertation des personnes aînées a envoyé dernièrement une lettre à la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, pour lui faire part des préoccupations liées aux soins à domicile. On va rejoindre Alexis Dumont pour en parler. Alexis, les soins à domicile vont être de plus en plus sollicités. Oui, parce que la population là, du groupe d'âge des 65 ans et plus est vouée à augmenter là, au cours là, du prochain quart de siècle. Actuellement, on parle d'environ 20 de la population qui appartient à ce groupe d'âge. Ça va monter à 25 dans les 12 prochaines années. Et d'ici 20 ans, on va être rendu à 28 donc quand même une augmentation de 8 en l'espace de 20 ans, ce qui est quand même beaucoup. Donc, on veut sensibiliser notamment au niveau des enjeux géographiques. L'Abitibi-Témiscamingue, bien, on le sait, c'est une région qui est très, très éloignée des grands centres principaux. Et également, bien, on veut s'assurer également de contrer là, la pénurie de main-d'œuvre dans ce milieu-là. Donc, c'est vraiment un acte de sensibilisation et on se demande également comment est-ce qu'on va répondre aux besoins qui sont grandissants là, dans ces services-là. Là-dessus, là, je vous laisse écouter le président de la table régionale des personnes âgées de la région. Il y a un vieillissement de la population quand même qui est quand même accéléré dans notre région Abitibi-Témiscamingue. Et bien sûr, la géographie quand même. Alors, la géographie est un grand territoire. Donc, pour rejoindre les centres de santé, il y a beaucoup de kilomètres à faire. Bon, des fois, c'est plus de 100 kilomètres. Donc, ça devient difficile pour des aînés, des personnes âgées, de se déplacer. Donc, surtout comment les gens qui vivent encore dans leur résidence, éloignés quand même des centres-villes. Est-ce qu'on sait quelles sont les pistes de solutions pour répondre aux besoins, Alexis? Bien, évidemment, bon, il n'y a pas de science exacte, mais évidemment, là, on aimerait ça là, s'assurer au niveau des soins qui sont offerts au niveau à domicile, autant dans le secteur privé et public, donc améliorer ces services-là, qui est un enjeu qui est extrêmement important. Et dans le but d'offrir, évidemment, de meilleurs services de qualité à la population, et comme on le dit, c'est quand même une augmentation majeure qui s'en vient du groupe d'âge des 65 ans et plus, donc c'est quelque chose qui est important. Et également, s'assurer d'avoir des logements qui sont abordables et de qualité au cours des prochaines années. À nouveau, je vous laisse écouter là, M. Bergeron. Dans les pistes de solution, c'est bien sûr que le recrutement et la rétention de main-d'œuvre devient important. La télémédecine, ça pourrait être une solution. Le transport adapté, ça pourrait être aussi une solution. Le soutien accru parmi les proches aidants, par exemple, entre autres, qui sont quand même surmenés et débordés. Meilleure coordination entre les services de santé, que ce soit comme tel, les services à domicile, que ce soit les CLSC, que ce soit comme les organismes communautaires, qui sont quand même assez souvent sous-financés. Le développement de logements adaptés. Donc, la table régionale, bien évidemment, espère avoir une réponse de la ministre éventuellement, en espérant que leur point de vue là, sera entendu. On continue de surveiller le tout. Merci, Alexis. Ensuite, Pneus GBM change de main et de nom. L'entreprise a été acquise par le groupe Robert Bernard, basé en Montérégie. Je vous laisse écouter Éric Boivin, le vice-président des opérations de Pneus GBM. Pourquoi avoir accepté cette acquisition-là? Est-ce que Pneus GBM allait mal? Non, honnêtement, GBM va très bien. En fait, c'est vraiment une question de vouloir continuer à grossir. On est dans un secteur qui est vraiment en expansion. Ça prenait du monde qui a l'énergie comme on a aussi, mais qui a aussi des ressources qu'on n'avait pas, qu'eux vont nous aider à passer à un autre niveau. Puis, on avait besoin de s'entourer des personnes comme ça. C'est vraiment ça la grosse affaire.
Donc, vous parlez de grossir. Qu'est-ce que ce nouveau regroupement va pouvoir concrètement apporter aux équipes de travail, aux succursales que vous avez ici en région? Ça va être quoi justement la différence que ça va apporter, là? Ben, en fait, c'est parce qu'on est deux membres du réseau .S. On a vraiment des expertises complètement différentes. Robert Bernard, dans le côté automobile, camionnette, mécanique, dans le commercial, dans le réchappage, ils ont des qualités qu'ils vont pouvoir amener en région, des expertises qu'ils ont. Même affaire pour nous dans le minier, je pense que ça va faire un gros regroupement qui vont être bons pour avoir un multi-segment ou ce qui vont être bons pour toucher à tout. Là. Donc, Pneus GBM va rester Pneus GBM et Regroupement Bernard va rester. En fait, non, c'est vraiment, pour la prochaine année, c'est vraiment une transition qui va se faire, mais l'idée, c'est vraiment que c'est Pneus Robert Bernard qui va prendre la place. Là. Parfait. Mais est-ce que le nom, en fait, Pneus GBM va changer ou ça va rester pareil? Non, l'idée, c'est que le nom change. Pneus Robert Bernard, ça fait 75 ans que ça existe. C'est une entreprise qui a une grande valeur au niveau des yeux de sa communauté, un peu comme nous ici en Abitibi, puis je ne suis pas inquiète qu'ils vont savoir comment intégrer le nom Pneus Robert Bernard en région sans perdre l'identité de Pneus GBM qu'on a mis. Donc, vraiment de pouvoir partager les différentes expertises pour justement continuer à devenir un chef de file là, dans le secteur. L'exemple concret de c'est quoi les valeurs, c'est Pneus GBM, on a commencé en région le projet d'habits de neige, de remettre des habits de neige aux enfants en besoin depuis 3 ans. Mais l'idée vient du groupe Robert Bernard. C'est eux qui ont starté, qui ont démarré ça dans le groupe. Puis on a juste approuvé avec comment dire, on a embarqué à 100% le projet parce qu'on croit à ces valeurs-là. Puis c'est pour ça qu'on est avec eux aujourd'hui. Et en terminant, comment va se faire la gestion? Est-ce qu'on va encore avoir des gestionnaires ici en région? Est-ce que ça va tout se faire du côté de la Montérégie? Comment ça va s'opérer, là? En fait, ce qui est bien là-dedans, c'est que nous, toute l'équipe reste en place. Toute l'équipe reste en place sur du long terme. J'ai mon titre de directeur régional. Je vais m'occuper des équipes en région. Notre monde, l'Abitibi, vont continuer d'avoir des ressources régionales pour parler. C'est sûr, certain que les propriétaires vont venir en Abitibi. Patrick, un des propriétaires, c'est un gars qui vient de Matagami. Donc, retour aux sources. Je ne suis pas inquiète que les décisions vont se prendre en grande équipe. Puis ce ne sera pas des décisions qui vont être... qui vont être prises sans juger ce qui est bien en Abitibi. Une poursuite policière s'est terminée avec l'arrestation d'un motoneigiste de 22 ans à Val-d'Or le week-end dernier. Samedi, vers 21h, les policiers ont tenté d'intercepter l'homme sur la rue Saint-Jacques. Il ne s'est pas immobilisé, il a accéléré et il a pris la fuite ensuite. Et ce n'est qu'après quelques tentatives que les policiers ont pu lui barrer le chemin. Lors de la fouille, des stupéfiants ont été trouvés et l'individu semblait sous l'effet de la drogue. Le conducteur a été arrêté et libéré pour la suite des procédures. Il pourrait bien sûr faire face à plusieurs chefs d'accusation et recevoir de nombreux constats d'infraction. On se tourne du côté de Rouyn-Noranda. Ça a été une année record pour la construction. Les investissements totaux liés au secteur de la construction sont de près de 193 millions en 2024. C'est une hausse de 52 % par rapport à 2023, selon les données de la Ville. Et la construction de logements locatifs a augmenté, elle, de 105 %. L'administration municipale rappelle avoir mis en place plusieurs mesures dans les dernières années pour favoriser la construction de nouveaux bâtiments, notamment des allègements sur la réglementation pour améliorer le traitement des demandes de permis. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Est-ce que les villes en font assez pour favoriser la construction de nouveaux bâtiments? » Vous avez répondu non à 60 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, je suis Simon Léosa. Je suis en Abitibi pour vous présenter mon spectacle Acte 3. Je suis à Rouyn-Noranda ce soir et à Val-d'Or demain. On en parle dans la chronique culturelle après la pause. Économique TVA. La Ville d'Amos a inauguré les nouveaux équipements et infrastructures à l'aéroport Mani, totalisant des investissements de 2,5 millions de dollars. Les principales acquisitions incluent une unité de dégivrage et une génératrice portative, ainsi que l'aménagement d'une dalle pour récupérer le glycol et l'agrandissement du garage.
Ces améliorations positionnent l'aéroport comme un acteur clé du développement économique. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, tu nous proposes un spectacle qui devrait plaire aux amateurs de musique d'ambiance. Et oui, Kémélia, parce que l'artiste Simon Léosa est en région cette semaine pour nous présenter son spectacle Acte 3. Simon Léosa, c'est un compositeur multi-instrumentiste originaire de Montréal et il s'en vient nous proposer des pièces sensibles et poignantes à cheval entre l'indie classique, la pop et l'électronique. Ça aura lieu ce soir à 19h30 au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et il sera aussi à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or demain. C'est vraiment un spectacle où on se laisse aller, on se laisse mener par la musique. Bien, c'est ça que je dis souvent aux gens, même dans le spectacle, je leur dis de se laisser un peu porter par la musique parce que, bon, je chante pas, il n'y a pas de paroles, mais j'accompagne les gens un peu comme quand on est au cinéma, tu sais, il y a comme une introduction, puis il y a différents moments qui arrivent dans le spectacle avec différentes intensités, avec différentes jeux de lumière. Donc, les gens peuvent vraiment partir dans leur propre film, en fait, je pourrais dire. J'invite les gens à faire ça, puis souvent, les gens, après le spectacle, ils viennent me voir, puis ils me disent « Ah ouais, moi, j'ai pensé à ça, puis ils ont chacun été dans une aventure différente. Ben, j'ai très hâte, en fait, je suis content de revenir. Je crois que c'était en 2023, à l'hiver 2023, que j'étais venu avec mon ancienne tournée de Albatros, de mon album Albatros. Et je joue aussi quelques pièces de cet album-là, puis on avait vraiment aimé ça, venir faire notre tour en Abitibi là, de Montréal, c'est toujours bien agréable. Donc, j'ai hâte de renouer avec le public de la région. Justine, l'Écart, le Centre d'art à Rouyn-Noranda, convie les passionnés d'art au vernissage de leurs expositions hivernales. Oui, le vernissage a lieu en ce moment. Là, vous pouvez voir en arrière de moi, il y a plusieurs personnes qui sont présentes pour voir les 3 nouvelles expositions qui rassemblent 3 artistes de différentes générations. Alors, c'est vraiment multigénérationnel, c'est super le fun. Et il y a l'artiste de la relève, Nina Vromen, qui présente ce soir Le sol et le fond de tout, une installation qui pose un regard sur les déchets, le deuil et l'héritage associé au nucléaire. Ensuite, la Rouyn-Norandienne Stéphanie Matt nous présente La forêt qui n'appartient à personne, où elle nous amène dans la forêt de son enfance. Et je termine avec une des membres fondatrices de l'Écart, l'artiste Gaëtane Godbout, qui présente Errance organisée, une installation qui fait replonger le savoir-faire de sa grand-mère vis-à-vis à la dentelle et tout ça. Et voici là d'où est venue l'inspiration de Gaëtane pour créer cette résidence-là. Je suis arrivée avec mes 500 dentelles, puis une cassette que j'avais fait en 86, que j'avais jamais écoutée. C'est une cassette avec une entrevue de ma grand-mère. Parce que comme depuis 7-10 ans, je travaillais avec les dentelles, le tissu, tout ça. Puis je savais dans cette cassette-là que ma grand-mère, quand elle avait 14 ans, elle avait travaillé aux États-Unis dans les industries de tissu. Elle faisait des bobines de fil. Puis là, moi, je ne l'avais jamais écoutée. Elle était au côté de ma table de chevet. Puis là, j'ai dit, la première chose, le 16 décembre, je vais écouter la cassette. Et ce que j'ai retenu le plus, ma grand-mère avait 94 ans et demi. Puis elle avait perdu aux États-Unis 2 enfants. Puis après ça, dans sa vie, un autre jeune enfant en bas de 2 ans. Puis elle me dit, Gaëtane, on ne parlera pas de ça parce que ça me fait trop de peine. Et là, c'est la fragilité de la vie, fragilité de l'humain, que j'ai voulu explorer dans cette résidence. Vous pourrez venir visiter l'exposition de Gaëtane Godbout et des 2 autres artistes jusqu'au 23 mars prochain, ici à l'Écart à Rouyn-Noranda. Alors, n'hésitez pas à venir faire des belles découvertes. Ouais. Merci beaucoup, Justine. On se reparle dans quelques minutes à la météo. 900 jeunes athlètes arrivent au Témiscamingue cette fin de semaine pour la finale régionale centralisée des Jeux du Québec. On en parle tout de suite après la pause. Soyez là. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La 40e finale régionale centralisée des Jeux du Québec commence dès ce vendredi. L'heure est donc aux préparatifs.
Près de 900 athlètes vont se diriger au Témiscamingue pendant la fin de semaine du 31 janvier au 2 février. Le coup d'envoi sera donné par une cérémonie d'ouverture le vendredi soir au Centre Richelieu de Lorrainville. D'ailleurs, la population est invitée à y assister. En prestation, la chanteuse Anna-Rose Gélina et le groupe Illusion seront là pour faire bouger les sportifs et le public. Cette année, une 60aine de partenaires se sont alliés à l'événement et plus de 80 000 $ ont été amassés. Les amateurs de hockey junior pourront profiter encore plus des matchs de la LHIMQ. La Ligue vient tout juste de lancer le duel du jeudi soir. C'est une nouvelle formule qui permet aux partisans de profiter gratuitement de la diffusion de certains matchs de saison régulière via YouTube et sur la LCH TV. C'est donc un match par semaine qui sera diffusé sur la plateforme. La semaine prochaine, le match des Foreurs de Val-d'Or et des Olympiques de Gatineau sera diffusé. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, le froid de janvier persiste dans les prochains jours. C'est un petit peu interminable le mois de janvier, mais au moins on s'en débarrasse dans quelques jours. Donc, pour ce soir et cette nuit, sur l'ensemble du territoire, on a une soirée assez venteuse à l'horizon. Du côté de la température, minimum moins 25. Un refroidissement éolien de moins 33 au cours de la nuit. Demain, ce sera ensoleillé, nuageux en mi-journée, suivi d'un peu de neige en après-midi. En Abitibi, maximum moins 12. Un refroidissement éolien de moins 34 le matin et de moins 18 en après-midi. Au Témiscamingue, maximum moins 9, refroidissement éolien de moins 33 le matin et de moins 14 en après-midi. Un petit aperçu pour vendredi, partout en région, ce sera du gros soleil, maximum moins 12. Donc voilà, c'est ce qui complète le bulletin pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.